Bienvenue à votre magazine socio-communautaire dans la vallée. Les organismes que nous vous présentons cette semaine ont en commun d'offrir leurs services dans notre communauté. Madame Karine Beauchamp améliore les conditions de vie des aînés. Monsieur Jacques Tétrault facilite l'apprentissage scolaire de nos jeunes. Enfin, Madame Micheline Germain offre une multitude de services à certains retraités. Accompagnez-moi dans la vallée. Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. Quand on vit dans un CHSLD, le temps peut paraître long et les loisirs deviennent essentiels. J'en parle avec Mme Karine Beauchamp, qui est directrice générale de la Fondation Aline Letendre. Bonjour, Karine. Bonjour. Mais Karine, qui était Aline Letendre? Aline Letendre était une sœur, finalement, une sœur qui était en charge de l'Hôtel-Dieu. Elle a dirigé, en fait, un peu comme une directrice générale, l'Hôtel-Dieu pendant près de 40 ans. Donc, sœur Aline est décédée en janvier 1984 et quelques mois plus tard, en son honneur, on a fondé la Fondation Aline Letendre. Qu'est-ce que c'est la mission de cette fondation? C'est, depuis 1984, comme je viens de le dire, de rehausser la qualité de vie et les soins des résidents de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, qui est le plus grand CHSLD public du Québec. Combien de personnes? Il y a une possibilité de 500 résidents chez nous. C'est gros. C'est comme un petit village, en fait. C'est une petite communauté, tout à fait. Mais de là à la nécessité de garder un esprit de famille, de garder des liens avec tout le monde. Absolument. Puis particulièrement, comme vous l'avez dit, dans cette période-là de la vie qui est vraiment particulière et charnière, très, très intense à plusieurs niveaux. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment s'assurer que les personnes qui sont de passage chez nous vivent vraiment des moments en toute dignité, en toute douceur, que les personnes qui vont rester forgent des souvenirs forts, heureux. On veut seulement améliorer, c'est ça, les derniers instants de la vie, finalement. Mais dans un CHSLD, il n'y a pas uniquement une clientèle âgée, il y a toutes sortes de clientèles. Il y a effectivement toutes sortes de clientèles. Il y a des personnes avec des handicaps lourds qui nécessitent en fait des soins 24/7, finalement, qui résident chez nous. Oui, tout à fait, assez jeunes. Il y en a même des plus jeunes que moi là, qui sont de passage chez nous, qui résident de plus longtemps. C'est pas la majorité, cependant. C'est vraiment là, plutôt une maison d'aînés, finalement. Là. C'est la plus grande majorité. Qu'est-ce que ça aurait l'air, un CHSLD, sans activité comme celle que vous offrez? Malheureusement, je pense que le système de la santé fait vraiment son possible. On le sait, là, ces personnes-là sont vraiment fantastiques, mais dans le contexte socio-économique actuel, c'est vraiment difficile là, d'y aller de tous les fronts. Donc, eux se concentrent vraiment sur les soins. Dans une maison où il n'y aurait pas une fondation comme nous, il y aurait beaucoup moins d'offres de services, il y aurait beaucoup moins de délicates attentions, il y aurait beaucoup moins aussi là, des milieux qui sont lumineux, hein, parce qu'on va aussi dans la décoration, ne serait-ce que pour qu'on n'ait pas l'air d'être dans un CHSLD. Ils ont déjà eu mauvaise presse, hein, dans un mouroir, comme on dit. Là. Donc, c'est pas ça du tout chez nous. C'est lumineux, c'est joli. On a même des décorations qui changent au gré des saisons pour faire en sorte que les gens se sentent comme chez eux, comme à la maison, finalement. Donc, les activités que vous avez, est-ce que ce sont des activités qui sont données par des bénévoles essentiellement? On a la chance, comme on est le plus grand CHSLD public du Québec, on a une équipe de 4 intervenants en loisirs qui sont absolument fantastiques. Et eux ont toutes les idées du monde. C'est des activités très variées. Donc, nous, on finance ces activités-là, mais c'est vraiment laissé à leur discrétion les activités qui sont données. Puis ça peut aller de spectacles thématiques à offrir de la zoothérapie, de la massothérapie, des activités de bricolage. Aujourd'hui, quand j'ai quitté pour venir vous rejoindre, ils s'en allaient à la cabane à sucre. Oh là là! Donc, c'est des belles sorties qui sont différentes, très originales, de saison. Donc, voilà, c'est l'équipe, on est chanceux, c'est l'équipe qui les donne. Mais il y a effectivement aussi des bénévoles qui viennent prêter main forte. Sans eux, on ne s'en sortirait pas. Notamment pour le transport des personnes qui sont à mobilité réduite. Comme je vous l'ai dit, c'est très grand chez nous.
Puis si on veut aller assister à un spectacle à la salle de spectacle, parfois c'est difficile de se rendre par soi-même. Donc, on a besoin des gens qui vont récupérer les résidents pour les rapporter où ont lieu les événements. Donc, c'est plusieurs bénévoles qui font ça. Donc, on pourrait dire que le nerf de la guerre, c'est et les subventions et les bénévoles. C'est exactement le cas. On n'a pas de subventions, cependant, gouvernementales de notre côté. On fonctionne qu'avec les dons. Donc, on est très chanceux que les gens soient généreux avec nous parce que sans leur apport, on ne serait pas en mesure là, de fournir tous ces montants-là. Depuis 1984, la Fondation a remis plus de 10 millions à l'Hôtel-Dieu de Sainte-Hyacinthe. Donc, annuellement, c'est plus de 325 000 qu'on remet parce que c'est vraiment des demandes qui nous sont faites par le CISM. On laisse encore une fois la discrétion aux équipes soignantes de choisir le matériel médical ou les activités à donner. Notre CA acquiesce. Mais on a aussi un gros investissement qui n'est pas inclus là-dedans. On a une grande attention au niveau des jardins de l'Hôtel-Dieu, desquels on est très fiers. Vous avez une roseraie extraordinaire. Parlez-nous de la roseraie. On est si fiers de ça. C'est parti d'un rêve. Donc, c'est M. Yves Morier et sa femme là, qui ont eu cette idée-là comme d'un petit coin de paradis qui serait accessible à l'extérieur. Et à l'époque, on disait que c'était comme impossible parce que ce sont des rosiers hybrides de thé. Donc, ils sont très capricieux. Ce ne sont pas des rosiers qui sont indigènes. Et puis, ils demandent beaucoup d'amour. Ils demandent beaucoup d'amour. Et puis, elle est quand même vaste, la roseraie. Et puis, on a fait mentir là, les personnes qui ont dit que ce serait impossible parce que ça fait plusieurs années, on l'entretient au plus grand bonheur de tous. À la mi-juin, là, c'est de toute beauté, toute beauté. Des gens viennent de partout pour la visiter. Puis c'est un endroit exceptionnel pour les résidents, mais aussi pour leur famille et même pour les employés qui en profitent pendant leur pause. Tout à fait. Oui. Ça permet d'être un peu plus zen. Vraiment. Parlez-moi justement de toutes les collectes de fonds que vous devez organiser. Entre autres, il y a un télé-bingo, je pense. Oui, le télé-bingo, il va avoir 30 ans bientôt, quand même. Ça, c'est bien, bien connu dans la région. C'est environ 36 émissions par année, donc c'est les dimanches à 17 h. Et puis, c'est ça, on peut se procurer des cartes, puis en fait, il y a comme un petit surplus qui revient à la Fondation, puis c'est quand même une source de revenus non négligeable pour nous. Puis ça joint l'utile à l'agréable parce que les gens s'amusent, puis en même temps, ils contribuent à la cause. Ça permet aux bénéficiaires de jouer au bingo. Là. Lorsqu'on dit à la télévision, c'est à la télévision intérieure. Et c'est à la télévision, dans le fond, c'est la télévision locale, un peu comme vous. C'est à nous TV. Là. C'est vraiment Cogeco, dans le fond, qui diffuse ça. Là. D'accord. Il y a d'autres activités comme une loterie moitié-moitié? On vient tout juste de lancer ça. Je suis très excitée de ça. On est très fiers. Ça a beaucoup la cote. Hein? C'est très à la mode ces temps-ci, mais c'est encore une fois une façon de joindre l'utile à l'agréable. Les gens achètent souvent de la loterie, donc on se dit pourquoi pas, ça augmente leur chance de gagner parce que, statistiquement, ils ont beaucoup plus de chances qu'à 6,49, mettons. Tout à fait. Et en plus, ils ont la certitude de participer à une cause. Donc, on est très heureux. Le montant, ça fait 2 semaines là, qu'on l'a commencé, puis le montant augmente. Là, on était à 3 200 $. Et comment on fait pour y participer? C'est tout en ligne. Donc, absolument toutes les informations sont sur le site de la Fondation Aline Letendre ou encore sur les réseaux sociaux. On est assez actifs là, sur Facebook. Donc, facilement, vous allez reconnaître l'image du 50-50. On appelle ça l'instant Aline. Ah! C'est original. Original, tout à fait. Donc, on pourrait parler aussi, il y a un spectacle rock qui s'en vient, il y a un défi sportif, le golf. Donc, si on veut avoir de l'information, on va sur votre site. Il nous reste déjà peu de temps, Karine, mais l'importance de donner du temps comme bénévole. C'est capital. C'est capital. Je vous l'ai dit, là, en dehors des ongles, là, je suis la première à participer puis à impliquer mes enfants également. C'est très gratifiant et c'est redonné au suivant. Et un jour, peut-être qu'on aura besoin de ces personnes-là qui viendront nous prêter main forte. Donc, merci à tous ces bénévoles-là. Puis j'encourage tout le monde à en faire, que ce soit dans n'importe quel milieu. Là. Madame Karine Beauchamp, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation Aline Letendre. Ça a été un plaisir et on va probablement jouer au bingo avec vous. Merveilleux. Plaisir partagé. Merci beaucoup. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu. Parce que choisir local,
c'est gagnant. Si votre enfant éprouve de la difficulté en classe, mon prochain invité peut vous redonner confiance et redonner confiance aussi à votre enfant. Je parle avec M. Jacques Tétrault, qui est directeur de Éducatou. Bonjour, Jacques. Bonjour, Lynn. Qu'est-ce que c'est Éducatou? En 1982, les commissions scolaires ont créé des écoles pour l'alphabétisation. Oui. Et puis, moi, je suis directeur depuis 10 ans. Puis là, j'ai une maîtrise en psychopédagogie, donc j'ai apporté mon expertise au niveau vraiment de l'aide aux primaires, secondaires. Donc, ce n'est pas essentiellement de l'alphabétisation ou de la francisation, c'est aussi un organisme qui aide dans l'apprentissage Oui. en classe. Oui. En fait, je montre aux élèves comment on apprend. Puis une fois qu'ils savent comment apprendre, bien là, ça devient beaucoup plus facile. Là. Ah, d'accord. Donc, c'est une méthode pour apprendre. Donc, souvent, les enfants ont de la difficulté en classe parce qu'ils n'ont pas développé des réflexes pour mieux apprendre. En fait, ils n'ont pas les bons outils. Et puis, il y a aussi la vitesse à laquelle le jeune apprend. Donc, le jeune doit comprendre à quelle vitesse il apprend. Puis de ne pas avoir honte de prendre plus de temps que les autres. Une fois qu'on a enlevé cette honte-là, l'élève, il a confiance, il veut apprendre. Parce qu'évidemment, dans une classe, on peut être 30 élèves. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont moins rapides. Il ne faut pas décourager les moins rapides. Non, c'est ça. Donc, il faut leur donner des outils, les faire travailler avec d'autres élèves, ne pas les laisser tout seuls à se morfondre. Alors, Éducatou, c'est dans la vallée du Richelieu. Quel territoire couvrez-vous? On est de Marieville, mais on travaille avec surtout Chambly, Marieville et Saint-Césaire. Et puis, au niveau des équivalences, secondaire 3, secondaire 5, bien, c'est dans la province, par Zoom. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille, quelqu'un a déménagé, puis Éducatou donne de l'aide par Zoom, et puis pour les équivalences. Donc, ce sont pour les jeunes de l'élémentaire, du secondaire, du cégep aussi? Non, on ne touche pas vraiment au cégep, mais à l'occasion, j'ai fait ça une fois, travailler avec quelqu'un du cégep. Donc, je fais une évaluation pour que le jeune voit comment il apprend. D'accord. Alors, la première étape, là, un parent qui voit que son enfant a des problèmes, premièrement, est-ce que c'est le parent qui détecte que son enfant a des problèmes d'apprentissage? Oui. Est-ce que c'est l'école qui communique avec le parent? Non, c'est vraiment le parent là, qui cherche une solution. Et puis, donc, quand je fais l'évaluation, le jeune avec le parent voit comment le jeune apprend, comment on peut lui aider. Et cette évaluation-là est en présence, là. Oui. Ça ne se fait pas par Zoom. Non. Vous me disiez que c'est souvent le parent qui se rend compte que l'enfant a de la difficulté. Évidemment, les notes baissent. Est-ce que l'école peut communiquer aussi avec les parents à ce sujet-là? Mais normalement, dans les réunions de parents enseignants, donc les enseignants vont en faire part aux parents. Que là, bien, il y a des difficultés, ça ne va pas bien. Est-ce qu'on fait doubler? Est-ce qu'il peut y avoir de l'aide, là? Les parents sont quelquefois démunis pour aider leurs enfants. Hein, nous, on a appris à une certaine façon en classe et le programme éducatif se modifie avec le temps. Oui. C'est pas facile, ça. Et pour les enseignants, qui doivent s'ajuster à ce programme-là. Oui. Et c'est pas facile pour les parents non plus. Mais encore, est-ce que le parent doit laisser l'apprentissage essentiellement au professeur ou le parent doit quand même s'impliquer? Bien, en fait, le parent qui a eu de la difficulté à l'école, donc pour lui, avoir un jeune qui a de la difficulté, c'est comme un petit peu normal. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne approche qu'il y a à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que moi, mon travail, c'est de ramener le parent en contact avec le jeune pour lui donner les bons outils. Encourager, c'est pas que je dis, tu es capable. C'est être capable, bien là, OK, je m'assois avec toi, là, puis je consacre du temps à toi. Donc, le jeune, quand tu as besoin d'aide, il faut lui donner l'aide là. Et non pas, là, je fais le souper, là, je ne peux pas t'aider. Mais non, il faut s'organiser, là. Il faut s'organiser, là. Quand tu as besoin d'aide, il faut lui donner. Il faut lui donner à ce moment-là. Donc, vous me disiez que vous faites en présentiel l'évaluation. Par la suite, est-ce que vous aidez à l'aide aux devoirs? Oui, c'est du suivi à la maison. À la maison. J'aime bien travailler dans le milieu. Je vois le milieu, je vois jusqu'où je peux aller. Et à l'occasion, je vais aider le parent pour qu'il comprenne la situation. Là. Vous dites « je », mais vous n'êtes pas seul là-dedans, j'imagine. Là, genre, il y a d'autres bénévoles avec vous? Ce sont des bénévoles? Non.
Non, non. On a 6 employés, tous à temps partiel. Donc, ils ont une formation en éducation. Oui, on est 2 spécialistes. Donc, on fait des miracles avec ça. Et puis, les autres ne sont pas nécessairement des spécialistes, mais quand j'ai évalué la situation, ils peuvent correspondre aux besoins de la personne. Alors, une fois que l'évaluation est faite, que vous avez commencé à travailler à la maison avec le jeune, à un moment donné, est-ce que le jeune devient plus autonome et capable de continuer seul? En fait, moi, je compare ça, tu sais, quand tu vas à l'hôpital pour un pied cassé, ils te mettent un plâtre, mais une fois que c'est guéri, tu n'as plus besoin d'aller à l'hôpital. C'est un petit peu la même chose. Notre objectif, c'est que l'élève n'a plus besoin de nous autres. C'est qu'on disparaît. Et vous le faites aussi par Zoom. Donc, ce sont des jeunes un peu plus âgés là, à ce moment-là, oui, sur Zoom? On parle en général, 17-18 ans jusqu'à 60 ans. Oh là là! Oui. Vous aidez aussi les professeurs dans leur travail? Bien, à l'occasion, on fait des échanges, OK, pour que l'enseignant sache comment je fonctionne et est-ce que ça peut lui être utile. Puis là, des fois, de temps en temps, tu sais, là, il change sa façon de penser. Là. Je demandais ça, bien là, je ne le demanderai plus. Là, tu sais. Je vais lui donner plus de temps. Diriez-vous que c'est beaucoup une question de confiance en soi? Il faut que le jeune se fasse confiance. Comment on crée la confiance chez un jeune? Oui. C'est la réussite. Il faut que je lui donne des réussites. Moi, comme je dis aux parents et à mes élèves, je ne m'occupe pas des bulletins. Les résultats de bulletins, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir où tu commences puis comment tu peux apprendre. Puis une fois que ça va arriver, le restant, ça va finir par arriver, ça ne m'inquiète même pas. Alors, si on pense qu'on a besoin de vos services, on communique sur votre site courriel ou à l'adresse qui va apparaître sous l'écran? Oui, à l'adresse courriel, vous me rejoignez à ce moment-là, puis là, moi, je fais le suivi. Il faut absolument que vous me parliez de l'Éclair. Qu'est-ce que c'est que l'Éclair? C'est un petit journal qui paraît 3 fois par année. On va le montrer à l'écran. Et puis, c'est pour passer le message aux ministres, aux députés, aux municipalités, puis à tous les organismes communautaires, les miracles qu'on fait. Puis quand je leur remets ça, ils me disent « Mais tu fais des miracles? » Il fallait savoir que tu fais des miracles. Ça permet de voir des miracles. Et puis, si on n'était pas vraiment connu en 1980, quand je travaillais il y a 10 ans, mais là, on est vraiment connu, puis même la DPJ et le CLSC nous réfèrent des élèves. En terminant, Jacques, vous travaillez aussi avec POSA Chambly? Oui. Fait plusieurs années qu'on travaille avec eux autres. Et là, actuellement, c'est des élèves qui ont besoin de suivi parce qu'ils terminent le secondaire 5. Donc, je fais l'évaluation. On est juste tous les deux de la même façon? De la même façon. Ça dure 1 heure et demie. Et puis après ça, bien, le jeune, il sait comment il apprend. Donc là, c'est plus pareil du tout. Et vous vous déplacez chez POSA? Oui, je me déplace chez POSA. Ah, bien, c'est génial, ça. Et puis, comme le jeune, là, je suis rendu là, l'école est à Marieville. Moi, je demeure à Marieville, donc je peux ramener le jeune à POSA. Je lui sauve 1 heure d'autobus. De toute façon, il faut que je me rende chez POSA. Là. Et puis, à ce moment-là, j'aide quand il a besoin. Bien, c'est vraiment génial. Monsieur Jacques Tétrault, je rappelle que vous êtes directeur de Éducatou et on peut retrouver toute l'information sur votre site. Oui. Bien, certainement qu'il y a des parents qui sont à l'écoute et qui vont communiquer avec vous. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Lynn. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. Si vous avez été membre de la CSQ à un moment ou l'autre de votre vie professionnelle, il y a un organisme qui peut vous offrir de multiples services et c'est l'AREC CSQ. Je suis en compagnie de sa présidente, Madame Micheline Germain. Bonjour, Micheline. Bonjour. Micheline, l'AREC, c'est un organisme qui s'occupe des retraités.
Oui, c'est lorsque les gens quittent le travail, ils peuvent adhérer à une association à l'intérieur de la CSQ qui s'appelle l'AREC. Et on est là pour promouvoir, défendre les droits et les intérêts des personnes retraitées. Mais ça a une incidence aussi sur l'ensemble de la population, parce que quand on obtient des avantages pour des personnes vieillissantes, ça couvre l'ensemble de la population. Est-ce qu'il faut être membre de la CSQ à long terme ou on peut l'avoir été quelques années? Il suffit d'avoir été syndiqué à la CSQ une journée pour pouvoir adhérer à l'AREC. D'accord. Oui. Et est-ce que c'est valable aussi pour les conjoints des membres de la CSQ? Les conjoints des membres de l'AREC peuvent devenir membres de l'AREC à condition d'être des retraités. Alors, la spécification de l'association, de l'AREC chez nous, c'est d'être tous des retraités. D'accord. Pas nécessairement qui ont été de la CSQ quand c'est un conjoint. Alors, vous me disiez que, évidemment, vous portez des dossiers qui sont utiles à tous, à tous les aînés, mais ça représente une force, évidemment, l'AREC. C'est combien de membres? Bien, nous, on est plus de 60 000 membres à l'AREC et on travaille souvent aussi en coalition avec d'autres associations d'aînés et on considère qu'on peut être une force pour la société. On l'a été pendant notre vie professionnelle. On a contribué à améliorer les services publics et souvent, quand on voit des syndiqués, on dit qu'ils travaillent pour eux, ils veulent améliorer leurs conditions, mais quand on est dans les services publics, quand on améliore nos conditions de travail, on améliore aussi les conditions des personnes pour qui on dessert ces services-là. Par exemple, s'il y a moins d'élèves dans une classe, on a plus de temps à consacrer à chaque élève. Au niveau de la santé, même chose. Les améliorations qu'on apporte aux conditions de travail des personnes dans les services publics servent aussi à l'ensemble de la population. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on a été utile et je pense qu'on continue à l'être aussi une fois qu'on est à la retraite. Le fameux pouvoir gris. Aussi, on peut dire ça, mais aussi parce qu'on ne se met pas en retrait de la société quand on devient des retraités. On a au contraire plus de temps pour s'impliquer dans la société, pour participer à la vie culturelle, pour participer à des associations, s'impliquer comme bénévole dans les services communautaires. Alors, on n'est pas en retrait. Alors, actuellement, on fait une campagne de promotion, on dit à la retraite, mais pas en retrait. Ah, c'est bien. De la société. C'est excellent. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou on devient membre automatiquement? On ne devient pas membre automatiquement de l'AREC. C'est une association où tous les membres ils sont volontaires d'être membres. Il y a une cotisation. Ce qui arrive, c'est qu'au moment où les gens quittent leur travail, il y avait au travail une assurance collective. Oui. Et pour maintenir leur assurance collective, bien là, l'assureur va les aviser qu'ils peuvent transférer vers... par exemple, l'AREC. Mais on peut faire partie de l'AREC sans prendre les assurances, mais c'est par ce biais-là que les gens arrivent. Et par notre site Web, les gens peuvent faire une demande pour devenir membre de l'AREC. On peut devenir membre de l'AREC même après, on a 90 jours là, pour accéder aux assurances, mais par la suite, on peut devenir membre de l'AREC à n'importe quel moment, du moment qu'on a été syndiqué CSQ. Alors, vous me parliez d'assurance. Donc, vous offrez un programme d'assurance. Bien, nous, on a la prétention de dire qu'on offre le meilleur. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, il y a de l'assurance. D'abord, il y a la possibilité d'avoir des assurances au niveau de la voiture et de le domicile, la maison. Oui. Ça, c'est un groupe. Oui. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des assurances au niveau, par exemple, les médicaments, l'assurance voyage, etc. Là, il y a différentes protections qu'on peut obtenir. Et là, présentement, on a même une offre pour des gens qui n'avaient pas adhéré aux assurances. On leur donne quelques mois, là, jusqu'à la fin mai, pour pouvoir adhérer au volet plus de nos assurances s'ils font une demande d'adhésion dans ce délai-là. Alors, au-delà des assurances que vous offrez à vos membres, vous offrez aussi d'autres services. Oui, on offre d'autres services. On a un service service aux membres pour l'ensemble des besoins, mais on a aussi un service d'assistance juridique, donc accès à des avocats pour différentes problématiques que les membres vivraient. Ça, c'est une offre qui est bien intéressante aussi. Puis on offre aussi beaucoup l'AREC est constituée de 80 secteurs où il y a une équipe qui voit à organiser des activités
Ce qui est important, c'est que les gens ne se retrouvent pas isolés, pour briser la solitude. Donc, participer à des activités de groupe. Il y a des secteurs où ils font, par exemple, de la danse en ligne, ils vont avoir des clubs de lecture, ils vont avoir des conférences. Donc, il y a des activités qui s'organisent au niveau de chacun des secteurs. C'est aussi important. comme un club social. Entre autres, oui. Mais on a aussi un engagement beaucoup plus sociopolitique où on revendique au gouvernement des améliorations aux conditions de vie. Actuellement, on a un dossier qui est très important, qui est le dossier des soins et services à domicile. Pour nous, c'est important. Un autre dossier qui est important, c'est le maintien du pouvoir d'achat des personnes aînées. Les problèmes de logement qu'on éprouve. Des problèmes de logement, des problèmes de transport. Quand je parle du maintien du pouvoir d'achat, on se rend compte que le panier de consommation augmente beaucoup plus vite que les revenus. C'est vrai pour l'ensemble des populations, mais c'est vrai aussi pour les personnes aînées. Puis les personnes aînées, souvent, n'ont pas beaucoup de revenus. Et ces revenus-là ne sont pas des revenus qui montent rapidement, là. Ça ne monte pas. Tout à fait. Alors, ça, c'est des dossiers qui sont importants. Puis dans des gros dossiers comme ça, on aime aller travailler avec d'autres associations de personnes aînées pour avoir encore plus de poids. Donc, vous avez des dossiers que vous portez à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Vous avez des dossiers... Particulièrement au secrétariat des aînés, au Conseil du Trésor. Oui, c'est des dossiers qu'on travaille au fil des ans. Là, c'est toujours présent dans notre plan d'action. Évidemment, on a parlé du côté social aussi, de garder des liens. Souvent, lorsqu'on termine le travail, on se dit, bien, on va garder des liens avec nos anciens collègues, mais c'est plus ou moins facile. Donc, il y a des activités dans certains des 80 secteurs. Il y a des activités sociales, des sorties à l'extérieur, etc. Oui. Il y a tout ce genre d'activités-là et c'est ouvert. Les gens qui sont dans leur secteur peuvent soumettre des projets avec les membres de leur conseil sectoriel. Il y a même des projets qui peuvent être faits au niveau de la région, parce que ces secteurs-là sont regroupés sous forme de région. Donc, par exemple, ici, la région 9, là, ça va à Sorel-Tracy, ça va jusqu'à Saint-Jean. C'est large comme région. Il y a plusieurs secteurs, puis il y a certains projets qui vont être réalisés de façon régionale. Et on regroupe ces gens-là 2 fois par année en conseil national, où là, on vient vraiment partager les objectifs de l'association, vers quoi on va se diriger. Là, on prépare notre congrès triennal pour la fin juin. Alors, au congrès, on va déterminer les nouvelles orientations qu'on veut. Ça va être quoi les priorités de notre association pour les 3 prochaines années? Alors, on peut être à la retraite, mais être encore actif. On n'est pas en retrait, comme vous mentionnez. Madame Micheline Germain, présidente de l'AREC-CSQ, ça a été un plaisir de vous accueillir. On va aller voir votre site et on va certainement participer. Merci. Merci. Kwamzewe, Ndaleweze Suzy Opamsawino, Alnon Basquania Te Enwege Odanak, quand lui paillons au Banake Kendakina, vous écoutez TVR 9. C'est ainsi que se termine notre émission dans la vallée. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Je vous rappelle que TVR 9 est une télévision communautaire, principalement soutenue par le travail de bénévoles à la technique comme à l'animation. Si vous désirez contribuer à votre manière, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Contactez-nous. Au revoir et à bientôt.